on va dire, immobilier, combien de biens, combien de SCI? Pour le second, c'était un T4 à 38 000 euros. 38 000 euros un T4? Ouais. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Money Tree. Alors c'est un épisode particulier pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'on enregistre cet épisode à Paris, ce qui est plutôt rare, puisque d'habitude j'enregistre des épisodes à Toulouse. Le deuxième, c'est qu'aujourd'hui je reçois une femme et que ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de femme sur le podcast et que j'essaie toujours de recevoir des femmes. Donc je vais vous expliquer après aussi qui nous a mis en relation et pourquoi on enregistre aujourd'hui avec Lou. Et donc on enregistre aussi en vidéo avec un vrai matos aujourd'hui. Donc je suis très content de le tester puisque je suis en train d'ouvrir un studio à podcast. En tout cas, j'ai ce projet-là à Toulouse. Donc c'est très chouette, je vais pouvoir tester plein de matos, ce qui va faire que je vais pouvoir dupliquer le sujet à Toulouse. Donc ça, c'est parfait. Salut Lou. Salut. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, oui, merci. Bon, on profite du coup du fait que tu sois sur Paris aussi actuellement pour tourner. En plus, tu me disais que tu logeais chez une amie à toi Juste à côté, qui habitait dans la rue. Donc c'est parfait. C'est parfait pour moi. Bon voilà, on est au bon endroit, on va pouvoir prendre un peu le temps tranquillement de discuter. C'est Fabienne qui nous a mis en relation, Fabienne que j'ai reçue sur le podcast. Son pseudo c'est Imo Passion ou Passion Imo, je sais plus. Imo Passion. Imo Passion, c'est ça, sur Instagram si vous voulez aller la checker. Donc elle nous a mis en relation parce que déjà je cherchais des parcours inspirants à interviewer et des parcours féminins. Voilà. C'est moi. C'est bon, tu coches les deux cases, on est d'accord? Ça va. Ok. Bon, du coup, je vais te laisser te présenter aux oreilles des auditeurs et aux yeux aussi aujourd'hui, puisque tu es filmé. Et que tu nous racontes un peu ton histoire après. Et puis, évidemment, tu connais le podcast, tu as déjà écouté quelques épisodes, oui. J'imagine. Bon, tu as vu que je pars dans tous les sens, complètement déstructuré. C'est tout à fait moi. Voilà, donc c'est parfait. Tu vois, tu vas démarrer, puis les questions me viendront et c'est parti. Exactement. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Lou, j'ai 36 ans depuis quelques jours. Je suis investisseuse dans l'immobilier depuis 2018. Voilà, j'ai toujours voulu, depuis que je peux me rappeler, j'ai toujours voulu investir dans l'immo. J'ai beaucoup attendu, j'ai longtemps pensé que c'était pas possible, que c'était un rêve, que seuls les gens qui étaient nés là-dedans pouvaient en vivre. Et puis, je me suis lancée en 2018 en achetant une place de parking. J'avais lu un livre sur l'investissement dans les parkings et je me suis dit, bon, je vais visiter et puis on verra comme ça, je me ferai un peu la main sur les visites. Et puis, première visite, le parking m'a plu. J'ai fait une offre, acceptée, j'ai acheté et en quelques semaines, quelques mois, le temps de la signature, c'était parti. Et suite à cette expérience qui était plutôt réussie, je me suis dit, bon, on va passer à la vitesse supérieure, je vais passer aux appartes. Donc j'ai acheté un studio à Limoges fin 2018, début 2019, que j'ai retapé toute seule. Et en parallèle, je n'avais pas désactivé mes annonces, mes alertes IMO, donc j'ai reçu une annonce, même avant de signer le premier, sur un T4 qui correspondait à mon budget. Donc j'ai fait une offre aussi. Et j'ai signé peut-être à 3 mois d'écart du premier. Donc, je me suis retrouvée avec 2 chantiers en travaux en même temps, quasiment. Sur un T4 cette fois-ci, que j'ai décidé de mettre en colocation, pareil, à Limoges, toujours. Bon, là, t'es rentré vraiment très vite dans le vif du sujet. Oui. Je vais peut-être faire un peu plus... Est-ce que ta vie a commencé en 2018 ou c'était quoi ta vie avant 2018? Avant 2018, j'ai fait plein de petits boulots. Je me suis longtemps cherchée. J'ai jamais été très scolaire. Au-delà d'un bac, j'ai jamais vraiment passé de diplôme ni rien. J'ai créé une société, une marque de chaussures en 2012, qui a duré quelques années. C'était pas. Comment on crée une marque de chaussures? Ça m'intéresse. Alors, j'ai toujours été passionnée de dessin et de chaussures. Okay. J'avais 200 paires à la maison, donc je me suis dit, autant que je les fasse moi, ça reviendra moins cher de remplir le dressing. Et j'avais des idées que je voulais réaliser, donc j'ai fait quelques dessins techniques que j'ai envoyés à un façonnier, un prototypiste en Espagne, qui m'a créé des modèles. Et ensuite, je suis passée par l'usine avec qui il travaillait.
qui m'a lancé une collection. Donc j'ai dû payer le stock upfront. Et puis après, j'ai créé le site internet, j'ai fait la com sur Instagram et puis voilà. Bon, j'ai fait toutes les erreurs de débutante qu'on peut faire. C'est-à-dire? J'avais pas du tout anticipé qu'il fallait que je me rémunère sur l'activité les premiers mois, les premières années. J'ai pas du tout anticipé le budget com non plus. Le marché de la chaussure est saturé au possible entre les bas de gamme, H&M, Zara, etc. et puis le luxe. Et j'étais placée entre les deux. Donc, je voulais que ça reste accessible. Pour moi, c'était hors de question de vendre une paire de pompes à 10 000 à 1 000 euros. Et j'avais mal calculé ma marge. Du coup, je me suis retrouvée à devoir faire beaucoup de réunions Tupperware, en fait, pour vendre les chaussures. C'est chronophage, ça demande énormément de temps. Et puis, petit à petit, en fait, ça ne s'alignait plus avec mes valeurs. Ouais, plus difficile de faire du volume, effectivement, en vendant comme ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai liquidé la boîte après 3-4 ans d'activité. J'ai pu quand même récupérer mes billes, en tout cas, on va dire. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir l'apport pour acheter les premiers appartements. Ok. On va reprendre maintenant sur 2018. Voilà. Alors déjà, tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a interpellé, c'est le parking m'a plu. Comment on peut faire en sorte qu'un parking plaise ou ne plaise pas? Parce que tu vois, c'est pas sexy un parking. Voilà, clairement, c'est un bout de goudron ou de béton, quoi. Non, c'est ça. Moi, je m'étais fixé quelques critères. Je voulais que ce soit dans mon quartier, parce que j'habitais dans le 12e à l'époque. Je voulais qu'il soit abordable en matière de budget et qu'il soit accessible, on va dire, au niveau du parking pour se garer. Je pensais que ce serait plus simple pour le louer parce que justement, la place est pratique, assez grande, etc. Les charges avaient l'air d'être assez basses. Au final, j'ai appris, première erreur, qu'il ne faut pas faire confiance aux agents IMO tout de suite sans vérifier derrière. Les charges ont doublé en fait entre ce qu'on m'a dit et la vérité. Donc, mais tu l'as appris quand? À la signature. À la signature. Ouais. Et donc du coup, tu as quand quand même acheté. J'ai signé. Ouais. C'était moins rentable, mais ça l'était encore. Surtout que j'ai acheté sans faire de crédit. Donc au final, tout était pour moi. C'était combien le prix global? Alors j'ai acheté 20 000. Ok. 20 000 parking à Limoges? Non, à Paris. Ah, à Paris, pardon. Non, Limoges, c'était après. Oui, voilà. Oui, pardon, je vais aussi vite que toi, finalement. Okay. Non, 20 000, parking à Paris. Au final, je pouvais le louer 100 € par mois. Et les charges, au lieu d'être à 20 €, étaient à presque 40. Ah ouais. Donc là, plus la foncière, etc. Donc, ouais, taxe foncière, charge 40. Taxe foncière, ça devait être quoi? Un mois et demi de loyer à peu près? 150, non? Non, c'était 70. Ah ouais, c'est pas cher. À mon avis, c'est plus le cas, non? Ça a dû augmenter, je pense, depuis. Ouais. Tu l'as plus alors, ça veut dire? Je l'ai revendu en 2021. Ok. Donc ce parking, tu l'as quand même loué facilement, j'imagine, parce qu'à Paris, c'est assez simple de louer. Ouais. Oui. Ok. Donc, parking, bon, rien de sexy dans un appartement, dans un investissement, on va dire, par rapport à un appartement, un investissement parking. Donc, ok, derrière, donc revenons à Limoges alors. À Limoges, c'est un peu moins sexy aussi que Paris. Hein. Non, en effet. C'était pourtant à l'époque, en tout cas, donc fin 2018, début 2019, très rentable au niveau de l'investissement. Il y avait un rapport de 10% minimum. Quand tu dis 10%, c'est parce que tu sais que moi j'aime bien quand on est précis. C'est ce qui fait la différence sur ce podcast aussi, c'est d'être un peu précis et touchy. Quand tu parles de rentabilité, c'est quoi que tu appelles 10%? Pour un prix de 1 000 € au mètre carré, ça se louait 10 € au mètre carré par mois, donc 12%. Okay. Et je réduis à 10 avec les charges, etc. Ok, très clair. Voilà, ça a augmenté depuis. Ouais. Mais à l'époque, voilà, j'ai acheté, le studio faisait 36 mètres carrés, je l'ai acheté à 33 000 et je l'ai loué, là, j'ai augmenté depuis, mais je l'ai loué directement à 390. Ok. Ça se loue combien aujourd'hui? Là, il est à 450. Ah ouais, donc ça fait une belle augmentation. Tu as bien suivi l'inflation, du coup, ça fait un rattrapage. Ouais. Et il a été revalorisé aussi à 57. Ok. Ce qui reste quand même un bon rapport au final, même si tu le vends aujourd'hui à un investisseur, en l'état, loué 450, ça reste un bon rapport, puisque 450, ça te fait quoi ça 45 x 12, ça doit te faire 5 004 par an.
5004 sur 57 000, c'est plutôt propre comme produit. Ok. Ouais. Surtout qu'il peut être loué un peu plus cher aussi. Bon, moi, j'ai choisi de le mettre à un prix accessible, mais si on fait du haut de gamme, on peut très bien le louer plus, voir si on l'exploite en courte durée. Donc à Limoges, il y a des studios qui se louent. À Limoges, il y a une énorme demande pour les studios. Il y a beaucoup d'offres en colocation. Ok. Ce qui fait que c'est difficile de trouver des locataires si on n'est pas dans les périodes. Mais il y a une énorme demande pour les studios parce qu'il n'y a pas assez de logements, notamment pour les étudiants. Ok, puis les colocations, ça va un peu, mais tout le monde n'a pas envie de vivre avec d'autres personnes. Exactement. Voilà. Bon, enfin, moi, j'ai un avis assez tranché sur la colocation, donc c'est vrai que c'est pas très objectif peut-être, mais ouais. Et puis beaucoup de turnover, c'est galère, faut faire s'entendre tout le monde. Enfin, bon. Oui. Ok, donc cet invest, tu te dis quoi quand tu fais cet invest, que tu mets le premier locataire, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? J'ai fait les travaux. Alors, donc j'ai terminé le logement en mai-juin. J'ai mis l'annonce. En une semaine, j'avais 70 messages. Ok. Je l'ai loué tout de suite à une fille de gendarme. Elle est restée 2 ans, 3 ans. J'ai récupéré nickel, en meilleur état que je l'avais loué à la base. Je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, c'est hyper simple. En plus, pour celui-là, j'avais fait juste un crédit conso de 6 000 €. Donc, tout arrivait dans ma poche. J'avais presque rien à débourser. Et les charges sont très basses. Donc, royal. Pourquoi tu avais fait un crédit conso? J'avais réussi à avoir 35 000 € de mon chiffre d'affaires de ma société précédente. Et je me suis dit, je l'achète cash. Je n'ai pas envie, j'avais pas de CDI à l'époque. J'étais en auto-entrepreneur. Donc, j'ai acheté cash et je me suis dit, je vais prendre 6 000 € pour faire les travaux. Et puis ça ira, quoi. Ok. Donc, aujourd'hui, il est payé? J'ai fait une hypothèque dessus il y a 1 an pour investir pour acheter un autre appartement. Tu as quand même servi de levier et de garantie. Exactement. Okay. Et il m'a permis de lever 57 000 €. Ok. Ouais. Donc, voilà. C'est pour ça que tu l'avais fait réévaluer? Oui. Notamment. Okay. C'est ça, voilà. D'ailleurs, parenthèse, peut-être on y reviendra plus tard, mais avant que j'oublie la question, qu'est-ce que demande une banque justement pour mettre un prix sur un bien qu'elle va prendre en hypothèque? Est-ce qu'elle demande plusieurs estimations? Si oui, de qui? Est-ce qu'elle fait une contre-expertise? Alors moi, j'ai une banquière géniale qui a assez de liberté sur les projets qu'elle valide, etc. Donc, elle m'a demandé une estimation d'un agent IMO que je lui ai fourni. Et je lui ai également fourni une estimation meilleurs agents. Ok. Qui peut être un peu évaluée comme on veut, en fait, sur meilleurs agents. C'est assez facile. En fonction des options que tu mets, tout voilà, c'est ça. Donc, ça n'a pas vraiment de valeur, moi je dirais, en tant que prêteur. T'as mis qu'il y avait une piscine ou pas? Non. Oui, j'ai mis que c'était un super luxe, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, t'as des niveaux de qualité et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu grossier comme estimation. Mais voilà, j'ai fait une estimation qui est logique avec le prix du marché. Oui, clairement. Et puis le rendement attendu aujourd'hui. C'est ça. Bon, donc ça, 2018, c'est ça? En même temps que le parking ou 2019? Alors, j'ai signé le 28 décembre 2018 par procuration, parce que j'étais en Nouvelle-Zélande à l'époque. Ok, cool. Voilà, et pour la petite histoire, j'avais fait l'offre pour l'autre appartement et j'ai réussi à avoir mon crédit 2 mois après. Pour le second, c'était un T4 à 38 000 €. 38 000 € un T4? Ouais. Mon Dieu, combien il faisait de surface? 73 mètres carrés. Ok. Limoges aussi? Limoges aussi. Bon, il était inhabité depuis plus d'1 an. Ok. La propriétaire qui était sous tutelle, proche de la fin, voulait vendre assez rapidement et au bout d'1 an de mise en vente, elle a décidé de baisser le prix. J'ai su qu'une offre à 36 000 avait été refusée, donc j'ai fait l'offre à 38 et c'est passé. Ok. J'imagine qu'il y avait tout à faire. Pas forcément. Enfin, il fallait refaire l'électricité un petit peu, changer une fenêtre. Mais sinon, au niveau boulot, il y avait pas grand-chose à faire. Ok. Donc, je l'ai rénové moi-même aussi.
Quand tu rénoves toi-même, tu fais quoi? Tu vis dans l'appart pendant que tu rénoves ou tu squattes tout en attendant parce que c'est pas chez toi du coup? Alors, l'avantage, c'est que j'ai ma grand-mère à Limoges, Ok, donc j'en profitais ok. aussi pour la voir, ça lui a fait très plaisir. Mais je faisais souvent les week-ends, en fait. Je descendais, je faisais 2-3 jours, et puis je remontais travailler à Paris, parce qu'après, j'ai pris un CDI pour pouvoir continuer à investir. Ok. Donc ce T4, du coup, tu l'as eu quand même sans le CDI avant Sans le CDI. et tu l'exploites comment? Il est en colocation, donc depuis la rentrée septembre 2019. Je l'ai loué direct, pareil. C'était l'époque où il n'y avait pas encore énormément de colocs à Limoges. J'ai eu quelques petits déboires sur cet appartement Raconte-nous. j'ai fait la grosse erreur de ne pas vouloir mettre de VMC sur la cuisine et la salle de bain. Et je suis tombée sur un locataire l'an dernier qui, je ne sais pas si c'est la période ou si c'était lui, bon, il n'a pas aéré. Il m'envoie un message en me disant « Ça fait un mois que c'est un petit peu noir sur les murs. » Il m'envoie des photos, c'était immonde, quoi. Il y avait du noir jusqu'au plafond, moisissure partout. Et donc, j'ai fait venir un expert. Parce que selon moi, il y avait aussi une infiltration au niveau du toit, parce que c'est un dernier étage. Mais bon, l'expert m'a dit, non, vu qu'il n'y a pas de grille sur les fenêtres et en plus pas de VMC, c'est pour vous, quoi. Donc ça m'a coûté un peu... ça m'a coûté un petit billet. Qu'est-ce que tu as fait pour réparer ce problème? Ça m'intéresse là, justement. Donc j'ai demandé à un électricien de me poser des VMC cuisine, salle de bain et dans le couloir, à proximité des chambres. Donc c'est des VMC autonomes du coup? Parce qu'elles ne sont pas reliées à... Parce que là, tu ne pourrais pas recréer des caissons, d'évacuation, etc. Non, c'est sur les évacuations de l'immeuble. Mais elles sont automatiques. Donc, voilà, j'ai fait poser les grilles sur les fenêtres qui n'en avaient pas. Et j'ai passé 2 semaines à nettoyer les murs au vinaigre et au bicarbonate. J'ai tout refait cet été. Donc, voilà. Le problème, c'est qu'il est parti en mars en me disant, voilà, j'ai commencé à tousser, j'ai des problèmes de santé. Moi, j'ai flippé, je me suis dit, ça va me retomber dessus. Donc, je lui ai rendu sa caution sans même vérifier ni rien. Et pendant tout ce temps, j'ai fait les démarches, mais ça a mis du temps pour faire poser les VMC. Donc, j'ai pas pu le relouer avant la rentrée de septembre. Là. Mais une chambre juste? Juste une chambre, ça commençait à se propager sur les autres. Parce que bon, c'était la chambre qui était la plus problématique, parce qu'elle était exposée... voilà. Au nord? Même pas, mais bon, c'est celle qui avait le plus de murs. Et c'est celle qui n'avait pas de grille sur les fenêtres. Voilà. Ok. Ça, les grilles sur les fenêtres, j'en parlais tout à l'heure justement avec un client là, sur des travaux qu'on est en train de faire pour lui. Il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas parce qu'avant, il y a des fenêtres qui n'en mettaient pas. Et ce qui est fou, ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'en fait, ça améliore le DPE de créer de l'air entrant froid. Potentiellement, parce que ça crée de la ventilation et que ça assainit l'air, ça renouvelle l'air, etc. Et que du coup, ça crée des logements qui sont moins humides. Et donc, ne vous méprenez pas, l'aération vraiment sert à ce que le logement consomme moins in fine, ce qui peut paraître aberrant. Oui, et puis qu'il soit plus sain de manière générale. Et ça, c'est clair, ça, c'est certain. Et d'ailleurs, dans les villes, alors je ne sais pas si Limoges, il y a le permis de louer ou pas, dans les villes dans lesquelles il y a le permis de louer, les ventilations aux fenêtres sont un critère justement de soit permis de louer avec réserve, soit de refus de permis de louer. La ventilation, c'est un critère du logement décent en fait. Quand tu regardes les critères de logement décent au sens de la législation, il y a l'aération d'un logement. Voilà. D'accord. Donc tu vois, c'est pas pour rien que ça y est au final, parce que quand tu l'as pas, tu te rends compte que pas de VMC, pas de ventilation aux fenêtres, ce truc c'est un aquarium, hein. Tu mets de l'eau, ça sort nulle part, tu vois. Tout à fait. Surtout que les locataires sont pas vraiment très conscients du besoin d'aérer son logement tous les jours. Ni conscient et encore moins consciencieux, tu vois, de le faire tous les jours. Exactement, voilà, c'est ça. Donc bon, j'ai fait des rappels, j'ai imprimé des petites fiches, mais voilà, c'est l'important. Surtout que les grilles sur les fenêtres, ça coûte pas grand-chose à mettre en place. Ok. Et là, tu as 3 chambres, une seule salle d'eau? Oui. Une grande salle d'eau avec baignoire. Si c'était à refaire, je le ferais différemment. C'est vrai que la colocation, ça me fatigue. C'est énormément de turnover, comme tu disais.
Il y a beaucoup d'étudiants qui se rendent compte qu'ils ne sont pas adaptés à vivre en communauté avec d'autres personnes. Maintenant, je fais passer une femme de ménage tous les mois pour les parties communes, mais au niveau propreté, c'est... voilà. Bah, c'est jamais la faute de quelqu'un, en fait. C'est toujours la faute de l'autre. Quelqu'un va le faire. Voilà. Et toi, c'est difficile pour toi de taper sur les doigts de quelqu'un parce qu'en fait, ça se renvoie toujours la balle. C'est ça. Et d'ailleurs, cette problématique, tu disais, de dépôt de garantie, elle est compliquée à appréhender, non? Oui, surtout que les états des lieux sont rarement en même temps. Et puis, c'est toujours la faute de l'autre. Donc voilà, j'ai décidé d'être très rigoureuse sur les prochains états des lieux. Et j'avais prévu de le mettre en vente. Là, avec l'augmentation des charges, parce que c'est un appartement avec un chauffage collectif. Ouais. Donc, je me fais allumer là-dessus. Puis, en plus, vu l'état dans lequel il était, j'ai pas vraiment fait de visite. C'était pas le truc Normal, le plus vendeur. Donc, voilà, j'aimerais bien le vendre. Mais c'est vrai qu'avec le marché actuel, j'ai pas non plus envie de le brader, même s'il m'a pas coûté cher. Mais il me rapporte quand même plus de presque 1 000 € par mois. Ouais, une fois que tu as payé toutes tes charges? Non. Ah, 1000 1 000 € de loyer Ok. et en mon cash flow, je dois être à 200, Ok. 150. Ok. Mais qui s'amoindrit du fait de l'augmentation des charges, du coût de l'énergie, j'imagine. C'est ça. Parce que je les peux legs pas- aussi, c'est à ta charge? Je peux pas non plus augmenter les loyers indéfiniment. Et puis le fait, il y a beaucoup d'étudiants qui partent en milieu d'année pour les stages en mars. Et pour trouver des locataires en mars, c'est pénible. Moi, ça me fatigue. Il y a toujours des problèmes. Donc voilà, j'aimerais bien le vendre. Idéalement, je me disais que si je l'achetais aujourd'hui, je ferais une division. Je ferais 2 studios. Et je le louerais soit une division officieuse en co-living avec chacun sa salle de bain et chacun son coin cuisine. Je pense pas qu'en copro, je puisse le diviser en... Bah, il te faut l'accord de la copro, ça c'est sûr déjà. Et après, tu vas devoir payer toi la mise à jour du règlement de copro. C'est ça. Donc tu vois, 2-3 000 €. Je sais pas si c'est une grosse copro. Très grosse copro. Ouais, donc autant te dire que c'est peine perdue là. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est fait. Il me rapporte quand même de l'argent. Si je le revends, ce sera pas à perte. Donc voilà, je me dis dans l'ensemble, Ok. bon investissement. Des leçons. Ouais, c'est ça. Non, mais t'apprends. C'était le deuxième investissement aussi. Je compte pas le parking parce que le parking, c'est assez anecdotique dans ta vie, j'imagine, d'après aussi. Mais ok, donc là, tu te dis, je prends un boulot en CDI parce que j'ai envie de continuer, ou pour quelle raison tu te dis que tu vas prendre un boulot en CDI? Essentiellement pour pouvoir continuer à investir. Ça s'est fait tout simplement sur Facebook. J'ai vu une annonce. Je me suis dit, ah tiens, on dirait moi. Donc j'ai postulé. J'y suis allée au culot. Sur Facebook, demandé, comme ça, tu vois une annonce une offre d'emploi. C'est ça. Et puis au final, ça s'est fait très rapidement. Bon, c'était pas le job le plus épanouissant du monde, mais c'était bien. Et puis ça m'allait aussi à ce moment-là d'avoir des horaires un peu fixes. C'était quoi comme job? J'étais office manager dans une boîte de conseil. Donc j'avais des horaires assez classiques. Et puis du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait après, quoi. Et donc, j'ai continué à regarder mes petites alertes. J'ai vu passer une annonce pour un emplacement top à côté de la gare de Limoges. Pour ceux qui connaissent pas Limoges, la gare est magnifique. C'est un monument classé historique. Et je me suis dit, ah, top. Il est beau, il est un peu vieillot, mais il y a du potentiel. Donc là, pour le coup, j'avais pas vraiment la capacité d'endettement idéale. J'ai décidé de m'associer. Donc j'ai monté une SCI avec un ami. Et donc on a fait une offre qui a été acceptée avec une contre-proposition. Si je me rappelle bien, c'était 52 000 €. 52 500 après la contre-proposition. Ok. Voilà. Et grand T2 avec un salon séjour, enfin double salon, qu'on a choisi de pas cloisonner pour rajouter une chambre. Parce que vu la surface et l'emplacement, on voulait faire du Airbnb. Donc avec une chambre et un très grand salon, un coin bureau pour les gens qui viennent en télétravail, etc.
Donc ça, c'était une offre qui a été faite fin août 2019. Non, oui, si, fin août 2019. Accepté, signature en décembre 2019. Ok. Juste avant le Covid. Ouais, parce que ce que j'allais te dire, location courte durée. Donc déjà, il faut que tu saches comment tu vas l'exploiter au quotidien. Parce que c'est une chose de se dire, je fais de la location courte durée, mais c'est une autre chose de le faire au jour le jour. Exactement. Vous aviez quoi en tête avec ton associé à ce moment-là? Alors, on s'était dit, on va mettre un minimum de nuitées, de 2-3 nuitées. J'avais rencontré la propriétaire juste au-dessus de mon premier studio qui cherchait à faire des ménages, etc. Donc, je me suis dit, c'est parfait, je la connais, elle bosse bien parce qu'elle m'a aidée sur les autres, etc. Donc, j'avais quelqu'un sur place pour gérer les ménages. Et puis, on a mis une serrure connectée. On faisait tout à distance et c'était très facile à gérer. Jusqu'à ce que la copro nous interdise la LCT. Non. Ah mince. À cause de vous? À cause de nous, ouais. C'est une très petite copro. Il y a 8 appartements. Beaucoup de personnes âgées. Qui habitent. Qui vivent, ouais. Et il y a eu une locataire, une voyageuse pénible qui a sonné à toutes les portes à 23h parce qu'elle n'arrivait pas à entrer. Et je crois que ça a été la goutte d'eau. Ah ouais. Voilà. La quiétude de Limoges... a été... Elle a été perturbée par notre activité de loueur. Elle a été rompue par cette voyageuse. Exactement. Qui a été, voilà. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand tu vis ça? Parce que, bon, est-ce que c'était viable sans la location courte durée? Pas vraiment. Ok. Donc vous aviez vraiment capitalisé là-dessus, quoi. Oui. Et puis, en fait, on avait bien regardé le règlement de copro qui n'avait pas de clause de bourgeoisie. Donc... on s'était dit, c'est bon. Sauf que le syndic nous a expliqué qu'il n'y avait pas de... C'était un immeuble d'habitation uniquement, donc on ne pouvait pas avoir d'activité commerciale. La location courte durée étant considérée comme une activité commerciale. Tout à fait. Ouais. C'est QFD, pas possible. Donc là, si on veut être... si on veut être à l'équilibre au niveau des charges et de ce qu'on rentre, et on doit le louer 700 € par mois, 750. Okay. Ah ouais. Pour un T2 à Limoges, c'est chaud. C'est très très haut. On a réussi à le louer pendant 1 an à une étudiante parisienne. Parisienne, exactement. Bon, 600 balles, ça c'est bon. Ça le salaire du père était à 14 000. Donc, Et combien elle payait donc elle était à 700. Ah oui, quand même. Ah, mais en plus au prix fort, vous lui avez loué. Oui, de toute façon, c'était pas donc il fallait vraiment qu'elle soit parisienne. Voilà. Donc bon, elle n'a pas aimé Limoges. Ok. On se demande pourquoi. Pourtant, il y a une belle gare. C'est ça. Et si elle travaillait pas à la SNCF? Non, voilà, non, ça n'a pas dû lui plaire. Et puis, à mon avis, elle n'était pas non plus branchée études. Donc, suite à ça, on s'est dit, on va le mettre en vente. Et en attendant, on fait de la courte durée. Moyenne durée. Au mois. C'est un bail mobilité officiellement. Mais on le passe sur Airbnb. Et donc, c'est des voyageurs qui viennent sur des longues durées. Donc, tu as mis quoi comme durée moyenne? 1 mois minimum. Un minimum, pardon. 1 mois. 1 mois. On avait passé à 15 jours, mais en fait... j'ai pas envie vraiment de me prendre la tête parce que les voisins, les propriétaires de l'immeuble sont des plaies. On reçoit des plaintes parce que les gens tirent la chasse à 3h du mat, il faut pas faire tomber de miettes. Ok. Et les gens ramènent les poubelles sur le palier parce qu'on n'a pas bien trié. Enfin... Les joies de la copro. c'est vraiment, tu vois, hier j'ai enregistré un épisode avec Matera qui est du coup la révolution du syndic de copro justement, et on parlait comme ça d'anecdotes dans les copros, et c'est vrai que c'est un peu la cour. Alors, c'est pas la cour des miracles, c'est pas ça, mais c'est un peu l'école de la vie, la copro, quoi. T'as tout le type de profil, des gens qui sont là depuis longtemps, pas longtemps, des gens qui ont des sous, pas de sous, qui ont hérité, pas hérité, qui veulent entretenir pour entretenir, tu vois. Et toi, tu te bats au milieu de tout ça, où tu te dis juste, pour moi, c'est un bien parmi tant d'autres, laissez-moi, faites pas chier, quoi. Alors qu'eux, c'est le bien de leur vie, tu vois, ils ont toujours connu que ça. C'est dur, hein, c'est dur. C'est très dur, surtout les gens qui vivent sur place. C'est vrai que ça perturbe leur quotidien, Mais ouais, c'est pénible. Ouais. J'ai pas encore trouvé d'immeuble de rapport.
c'est difficile à Limoges parce qu'il y a énormément de demandes et très peu d'offres. Mm. Mais c'est vrai que c'est un truc qui serait beaucoup mieux, c'est d'avoir... D'être chez toi. Voilà. Ouais. Mm. Ok. Bon, du coup, vous l'avez pas vendu celui-là. Non, il n'est l'instant. pas vendu. Il était en vente. On n'a pas encore remis l'annonce. Là, il faut que je m'en occupe. Ok. Je vois mon associé ce soir. Euh, Vous avez acheté d'autres choses avec lui? Non, Ok. Donc vous avez une SCI pour ça? ouais. Alors moi, je suis spécialiste des SCI Ah, pour un tu vas bien. nous expliquer parce que comme ça, mathématiquement, il me semble que ça fait beaucoup de charges pour pas grand-chose, non? En LCD, on avait un cash flow de 400-500 euros par mois. Combien de frais de compta et juridique? 273 euros par an. 273 euros par an? Votre comptable, il travaille dans quel pays? Je suis sur maconta.fr. Maconta.fr, ok. C'est moi qui fais... Enfin, je Ok. fais tout. Je fais la saisie Ouais, oui, et en fait, il ils m'attend évitent tampon, quoi. l'alias fiscal. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Bon, ok. Donc c'est toi la comptable. Exactement. Pas c'est expert comptable, mais c'est toi la Non, comptable. non, mais bon, voilà, je commence à me faire la main. Je l'avais fait sur ma société Et le pour les juridique, chaussures. pareil, PV d'AG, tout ça, c'est toi qui l'as fait? Ouais. Approbation des comptes. Ouais, Ok, c'est ça. ok. Donc, Est-ce que tu peux faire les miens ou pas? Peut-être je peux faire des économies. Non, ok. c'est pas un truc qui me passionne. Ok. Je le fais parce que c'est nécessaire et comme ça, on Ouais. évite justement d'avoir à payer Ouais. un cabinet comptable. Bon, raconte-moi tout. Alors, c'est quoi ces autres SCI? Alors, du coup, forte de mes investissements animaux, j'ai essayé de convaincre mes amis de se mettre là-dessus. Donnez-moi votre capacité d'emprunt. je m'occupe de tout. Voilà, non, pour le coup, j'en parlais avec une copine et elle a dit « Ah, bah, ça pourrait être cool. » Donc, je l'ai accompagnée pour faire des visites pour elle. Mm. Et en faisant des visites pour elle, j'ai vu un truc. Enfin, on a visité 4-5 appartes. Il y en a un qui lui a plu. Il y en avait un autre qui était bien. Je dis, bon, j'avais une autre copine qui statait un peu. J'ai dit, tiens, tu veux pas faire une SCI pour qu'on achète celui-là? Ouais. Et donc, banco, on a fait l'offre et accepté à 1000 euros près. Enfin, Où? toujours à Limoges. Ok, la reine de Limoges. Voilà. En fait, à Limoges, il y a un boulevard périphérique qui dessert les facs sciences, lettres. Et donc, à peu près 3 de mes apparts sont sur ce boulevard tout le long. Et il est juste à côté de la fac de lettres. Donc celui-là, j'ai dit, bon, T4, coloc. Allez, je me Voilà. remets dedans. Allez, bon, en fait, j'avais vraiment à peine fait l'autre. Il s'était loué Ouais, en t'avais pas en encore 2 le recul, jours. quoi. Exactement. Et c'est peut-être la chose à pas faire. Mais Mm. sur le pousser à marcher. Et puis, ça marche encore. Il est rentable. Pas de moisissure? Pas de moisissure dans celui-là. Il y a des grilles sur les fenêtres. Ok. Et non, il est très bien. En plus, il a été refait. Vraiment un coup de cœur. Je l'aime beaucoup cet appart. Avec ascenseur. C'est parfait. Et il se loue très bien. Donc, pas de souci là-dessus. Ça, c'était en fin d'année 2019. Et on a signé début 2020. Ok. On a signé pendant le Covid, en fait. Ah ouais. En avril-mai 2020. Donc, j'étais à Limoges, j'ai fait mon confinement, en fait, à Limoges sur le chantier du T2. Ok. Et j'ai continué, j'ai enchaîné avec le chantier du T4. Ok, donc finalement, toi, t'avais pas de loyer à payer? Si, ou t'avais quand même un Je loyer à payais payer mon à loyer à Paris. Ouais, t'avais quand même un loyer. Ouais. Ok. Avec le recul, j'aurais peut-être dû faire autrement. Mais bon, Ouais. quand on a un studio pas trop cher à Paris, on le garde en général. C'est quoi un studio pas trop cher à Paris? Je payais... je me rappelle plus. 700 euros. Ok. 600-700 euros. Alors moi qui suis pas de Paris, ça me semble effectivement pas trop cher par rapport à ce que je peux entendre du marché parisien. Ça a augmenté depuis. Ouais. Ok. Mais j'avais eu la chance de l'avoir déjà il y a quelques années. Et voilà. Quand on tombe sur une bonne occasion, on la prend, on la lâche pas. J'ai dû le rendre quand j'ai décidé de partir vivre en Italie. Mais Parce que là, le deal, c'était quoi avec tes associés? C'était que tu t'occupais du projet? Comment vous répartissiez les tâches? Parce que la difficulté, quand même, c'est que plus tu multiplies le nombre d'associés, plus tu multiplies le nombre de caractères, profils différents, d'attentes aussi différentes. Comment ça se gère, ça?
Alors, mon associé, le premier projet, la première SCI, c'est un ami qui m'a aidé un petit peu de temps en temps à retaper les autres appartements. Et il m'a fait confiance. On est à 60-40 sur la SCI. Et c'était le deal, c'est que je gérais. Comme j'avais les autres appartes, voilà. Et puis, il était dispo s'il y avait besoin. Il n'a pas trop participé. Là, il m'aide un peu plus en ce moment parce que j'en ai marre. Cet appart me sort par les yeux. Il est magnifique. C'est un de mes préférés au niveau de la réno. Mais la charge autour de la les copro, voisins, etc. les plaintes, fatigue. Donc voilà, cet associé-là, il est beaucoup plus cool. Il me fait confiance et il gère. La deuxième SCI, on est à 50-50. Et on s'est dit, on fait ensemble, on gère ensemble. Au final, cette copine a acheté un appart à Marseille. Elle a ses soucis à gérer. C'est un petit peu moi qui fais tout le boulot depuis 3 ans. C'est pas ce que je préfère, mais ça me dérange pas non plus. C'est pas beaucoup de gestion au-delà des visites, des états des lieux et des 2-3 messages parce que y a la chasse d'eau qui marche plus, tu la changes. Bon, ça me va. Ok. Ça te va, mais je sens que... Idéalement, j'aimerais lui racheter ses parts, Ouais. mais j'ai pas les moyens en ce moment. Et puis voilà, c'est pas la priorité pour l'instant. Donc ça tourne. Ok. Il y a que ce bien là-dessus. Ouais. Ok. T'en as combien d'autres comme ça où il y a un bien? Une troisième. Ok. Juste une troisième qui se fait un peu plus tard. On en parlera tout à l'heure. Mais bon, voilà, cet appart a été fini du coup l'été 2020, mis en loc, loué à la rentrée en septembre, 3 locataires, nickel. Ok. Next. Donc voilà, la rentrée 2020 passe, les confinements successifs s'enchaînent et je commence à en avoir un peu marre. De quoi? D'être confiné? Ou de tout. Que ce soit un peu au ralenti? Du CDI, d'accord. de la vie, de tout. Mais bon, j'avais toujours mes alertes qui tombent régulièrement. À Limoges, uniquement. À Limoges. J'avais mis une alerte sur Limoges. Appartement à Limoges, moins de 50 000. Ok. Et donc, je tombe sur une annonce juste à côté du T2 à la gare. Donc, je dis parfait, ils sont à côté, LCD aussi. Tant que c'est pas le même immeuble, ça va. Non, exactement, voilà. Et petit studio de 31 mètres carrés. Grand studio. Oui, bon. Ouais, attends, tu rigoles. Par rapport à l'autre de 36. Moi, j'ai des studios de 15 mètres carrés. Oui, c'est vrai. Petit studio. C'est vrai. Et bon, je fais un T3 avec 30 mètres carrés. Je l'ai transformé en T1 bis, on va dire. Okay. J'ai fait un coin de nuit séparé. Il est très bien optimisé, très joli. Il se loue parfaitement. Voilà. Si je veux le mettre en vente demain, je peux le vendre à 50, 60 000 sans problème. Ok. Je ne l'ai pas fait évaluer pour l'instant, mais selon moi, c'est ce que ça vaut. Il t'est revenu à combien? Je l'ai acheté 39 500. Et j'ai fait à peu près 10 000 euros de travaux dedans. Ok. Comprenant le mobilier. D'accord. Ok. Oh, cool. Donc, non, très bien. Et bon, les charges ne sont pas très élevées. Et je le loue sur Airbnb à la semaine. Donc, c'est un choix que je fais de plus louer sur 2-3 jours. Et j'ai remarqué qu'il y a pas mal de demandes sur les locations à la semaine. Beaucoup de gens en alternance, en stage, des déplacements pro, donc entre 4-5 jours et une semaine, voire même des fois un mois. Qui te le gère, celui-là? Donc, je gère les échanges. Ouais. J'ai automatisé tous les messages. Tu utilises un logiciel particulier ou le natif d'Airbnb? Ouais, Airbnb. Parce que tu l'as pas sur Booking, il est que sur Airbnb. J'y avais pensé, et puis en fait, j'ai pas besoin. Il se loue très bien tout seul comme ça. Et puis, j'ai pas envie en fait d'avoir à gérer les deux sites. Donc, Airbnb à la semaine, et donc j'ai la personne qui me faisait les ménages sur l'autre, qui est dispo pour faire les ménages et les check-in, parce qu'il n'y a pas de serveur connecté sur celui-ci. Ok.
Donc, c'est elle qui accueille les voyageurs. C'est souvent le dimanche ou Moi, le je trouve ça lundi. trop cool. Franchement, l'accueil physique. Alors, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça, même en tant que voyageur, parce que ils ont envie de voir personne, ils ont juste envie de prendre des clés et mettre les pieds sous la table, tu vois, et se faire livrer un truc. Mais je trouve ça trop cool et je pense qu'on a perdu cette âme un peu, tu vois, du Airbnb de base, qui était je vous accueille, je vous file, je vous dis là où on peut manger la meilleure pizza du coin, tu vois, qu'est-ce que vous pouvez aller voir, les transports et tout. Et ça, je trouve qu'on l'a vachement perdu et on a beau mettre des livrets d'accueil, des applis, des outils, ça remplace pas quand même, tu vois, la recommandation. Si là, on sort de cet épisode, tu me recommandes, tu vois, un resto dans le coin pour aller manger ce soir, ça vaut 10 000 fois ce que je vais voir sur TripAdvisor, tu vois. Bien sûr. C'est plus authentique. Et puis en fait, il y a des petites choses comme le disjoncteur, l'emplacement du robinet d'eau, etc. C'est des choses que la personne, donc mon ami, montre à la personne en arrivant. Livret d'accueil, la personne n'a pas vraiment le réflexe d'aller regarder où sont les... C'est vrai que je pense que ça peut désamorcer des appels inutiles que tu as typiquement à 23h quand le mec il rentre d'après son resto avec ses collègues ou je sais pas qui est venu voir et qui dit je trouve pas le machin ou alors ça a disjoncté, il est où le tableau, un truc comme ça. Et effectivement, je pense que ça, en fait sur le long terme, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Et même le ressenti, je sais pas ce que tu en penses, mais sur la courte durée, je trouve que tu as plus tendance à mettre une mauvaise note à quelqu'un que tu n'as pas vu. Que quelqu'un avec qui que t'as vu, tu vois, et tu dis putain attends quand même elle a été sympa avec moi et tout, ok tout était pas parfait mais j'ai pas lui mettre 2 étoiles non plus quoi. C'est ça, les gens se sentent un peu ils osent pas être méchants avec quelqu'un qu'ils ont vu, surtout qu'elle est tellement adorable. J'ai rarement eu des réflexions négatives sur elle. Ça se ressent dans la note, dans les faits? Alors l'appartement est top, je sais pas si c'est l'appartement, si c'est le fait qu'elle soit là. Moi j'ai quasiment que des 5 étoiles. Et je pense que ça y joue honnêtement. Je pense que ça y joue parce qu'il y a quand même... Tu peux avoir un appartement top, mais quand même les gens... Tu sais, le tout est parfait 4 étoiles, ça existe. T'en as déjà eu peut-être, voilà. Et je trouve que tout est parfait 4 étoiles, moi je pourrais pas te les mettre comme ça, tu vois, les yeux dans les yeux. Par contre, c'est vrai que de manière impersonnelle, sur un réseau social ou quoi, tu peux vite, tu vois, déraper. En fait, c'est le propre de tout l'être humain, tu vois. Dès qu'on est en communauté, on est toujours plus docile, tu vois. Tout à fait, oui. Donc voilà, non, c'est un grand succès cet appartement que j'ai retapé donc au printemps 2021 après l'avoir acheté. Et donc en parallèle, j'ai décidé de partir vivre en Italie. Ok, pourquoi? J'en avais marre, donc comme je disais, confinement, etc. J'avais besoin d'un nouveau projet, un nouveau challenge. Et c'est un truc que moi j'ai toujours rêvé de faire, c'est investir à l'étranger. J'avais envie d'acheter en Italie, en Espagne, en Angleterre, partout. Je me suis formée sur l'investissement en Angleterre, mais bon, avec le Brexit, j'ai pas vraiment donné suite. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de vivre dans un endroit où il fait chaud, changer de pays, voilà, choisir une ville au pif où je connais personne. Je prends mes valises, j'arrive. Et en un mois ou deux, je me trouve un appart, je me trouve un boulot. Voilà. Trop cool. C'est où, du coup? Donc, je suis allée à Milan. Ok. Je me suis dit, bon, l'Italie ou l'Espagne, je parle plus italien qu'espagnol. Milan, c'est pas là où il fait le plus chaud, non? Non. Mais je me suis dit, si je veux trouver du boulot, ce sera quand même plus facile. Post-Covid, en plus, Rome, qui est très touristique, c'est plus compliqué. Donc, je me suis dit, ouais, Milan, ce sera bien. Et c'était top. Bon, j'ai pas trouvé de boulot là-bas. Ok. Au final, 2-3 mois après être arrivée, j'ai un contact en France qui m'a demandé, qui cherchait une assistante de direction. Je me suis dit, bon, si tu acceptes que je sois en télétravail quasiment tout le temps, bingo. Donc, j'ai trouvé un CDI à Paris, en vivant à Milan, avec un aller-retour payé par mois pour venir au bureau. Donc, c'était royal. Mais du coup, tu es résidente fiscale où? Alors, je suis encore résidente fiscale en France, parce que je suis un peu... j'ai la phobie administrative, et j'ai jamais vraiment fait les démarches. Surtout qu'en fait, j'ai un petit peu... j'ai pas vraiment confiance. Enfin, c'est pas de la confiance, mais j'ai pas trop envie d'aller voir un médecin en Italie. J'ai pas envie... voilà, je préfère voir mon gynéco en France, avoir quelqu'un qui parle français. Et du coup, j'avais pas envie d'avoir cette... voilà, je préférais garder ma carte vitale et ma résidence fiscale en France. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait un petit peu voilà, j'ai changé ma résidence fiscale au moment où il fallait pour rester résidence française.
Je pense qu'il faudra que ça change à un moment donné parce que j'ai pas vraiment envie de revenir vivre en France. Mais on est bien quand même. Mais on est bien quand même, voilà. Moi, j'y passe énormément de temps. Au final, je suis à moitié du temps en France. Ok. Donc voilà, tous mes investissements sont en France. J'avais lu que si on a un revenu français et des revenus fonciers, etc., en France, on peut être considéré comme résident fiscal, même si on ne vit pas dans le pays. J'ai pas approfondi. Jusqu'à présent, on m'a jamais posé la J'ai question. envie de te dire, résident fiscal, c'est le fait de payer ses impôts. Donc, a priori, du moment que tu payes tes impôts en France, ça leur va très bien. C'est ça. C'est juste, je pense, la problématique, elle est si demain, en Italie, tu veux bénéficier d'une couverture sociale digne de ce nom, comme un Italien, etc., là, tu vas être obligé de faire un choix C'est au ça. bout d'un moment. Mais comme tu dis, là, elle est quand même plus avantageuse en France, aujourd'hui. Donc, la France, bon, moi pareil, pour ceux qui le savent pas, moi, je requitterai une deuxième fois la France un jour, c'est sûr. Mais en même temps, je suis tellement conscient de tous les avantages qu'on a en France que tu vois, le jour où je dois quitter le pays, je fais une batterie de tests médicaux et d'opérations si besoin, etc. Je fais tout avant de partir. Parce que je sais que sinon, un, ça va me coûter un bras. Deux, ça dépend du pays dans lequel tu vas, mais on va dire si tu vas dans des pays qui sont moins développés, bon, bah, le risque quand même chirurgical, il est quand même plus important, tu vois, ou on ne sait jamais, hein, d'erreur médicale ou autre. Donc, moi, c'est vrai qu'il y a plein de choses sur lesquelles je crache en France, mais il y a plein de choses sur lesquelles je suis conscient, pour avoir déjà vécu à l'étranger comme toi, qu'on est sacrément bien lotis, quoi. Et c'est pour ça qu'on paye aussi plein de choses. Exactement. On a beaucoup de chance, mais là, voilà, ça se paye. Et je voulais dire quelque chose, ça m'est sorti de la tête, donc ça reviendra. Mais bon, voilà, je n'ai pas fait les démarches, ça viendra peut-être. Là, l'objectif, dans quelques mois, je pense qu'à l'été prochain, ce serait de partir en Angleterre. Ok. C'est vrai que pour le soleil, c'est pas mal. Non, bah, j'aimerais partir en Espagne. Du moment que tu restes derrière la vitre. 2 mois de l'année, quoi. Tu veux pas aller au Portugal ? Alors, j'ai des plans, si tu veux, j'ai des plans. Ouais. Je peux te loger. J'y pensais, j'aimerais bien aller en Espagne ou au Portugal. Le problème, c'est qu'au niveau de la langue, moi, j'aime bien me faire, avant de partir, 2-3 mois de langue intensif pour arriver et savoir déjà dire quelques mots. Parce que l'italien, tu le parlais pas du tout. J'avais appris à l'école, quoi. Ah, t'avais fait italien à l'école ? Ouais, j'avais fait 4-5 ans d'italien. C'est plutôt rare. Ouais, bah, je suis d'Avignon. Ouais, ah oui, donc c'est plus proche de l'Italie. ouais. Et le choix, c'était espagnol-italien. Donc j'avais pris italien. Et bon, voilà, au final, c'est revenu très vite. Et je pense que j'ai une certaine facilité aussi pour les langues. Donc ça s'est fait assez simplement. Le souci maintenant, c'est que si je veux partir en Espagne, l'espagnol et l'italien étant très proches, là, j'ai fait quelques jours aux Canaries, j'ai galéré pour parler en espagnol. Les mots viennent en italien, c'est pas du tout, enfin, c'est pas toujours les mêmes. Ouais, c'est deux langues différentes, je suis d'accord. Voilà. Donc l'idée, ce serait de faire un an ou deux de coupure en Angleterre pour investir là-bas, sachant que l'investissement en Angleterre est assez intéressant du fait de pouvoir réhypothéquer un bien après rénovation, en fait, une fois qu'il est loué. Donc pour récupérer les billes qu'on a mis dedans. Et pouvoir multiplier les opérations comme ça. Donc, surtout que c'est un État qui est quand même beaucoup plus favorable aux propriétaires qu'aux locataires, contrairement à la France. Pour virer un locataire qui ne paye pas, c'est 2-3 mois. Quoi. Ouais. Parce qu'en Italie, du coup, ça ne t'intéresse pas d'investir ? J'ai investi en Italie. Le problème de l'Italie, c'est que ce n'est pas un État qui favorise... Il n'y a pas de niche fiscale, il n'y a pas de LMNP. Donc, en nom propre, c'est 20% d'imposition. Ce qui reste quand même... Franchement, c'est correct. Hein. Oui, c'est correct, mais il n'y a pas d'amortissement, il n'y a pas de déduction des charges, voilà. Ah oui, c'est 20% sur le revenu brut. Surtout. Et donc, c'est plutôt propice à des gens qui achètent cash, quoi. C'est ça. Le crédit est peut-être moins... Oui, c'est pas... moins répandu. Et t'as acheté quoi, là-bas ? Donc, je suis arrivée en 2022, j'ai commencé 2021. J'ai commencé à faire des visites en octobre-novembre. J'ai fait une offre. On m'a demandé de mettre 10 000 euros cash sous la table. Je dis non. Donc ça s'est pas fait. Et puis j'ai continué de chercher et j'ai trouvé une petite mansarde. Donc là pour le coup c'est quoi une mansarde studio. C'est un studio sous les toits. Ah, un studio mansardé. Ah ouais, je savais pas qu'on ça s'appelait comme ça. Okay. Voilà. Pour le coup petit, 16 mètres carrés. C'est petit ça.
Voilà. Et 16 mètres carrés, en Italie, ce sont des mètres carrés commerciaux, donc ils comptent les murs avec. Les murs? Donc c'est même pas, Ah ouais, ok, c'est même pas 16, ça doit être 14. ok. Donc voilà. Bon, petit, mais bien agencé, avec une vraie salle de bain, pas de sanibroyeur. Donc j'ai fait une offre, 32 000. Ça, c'est Ça, c'est accepté. quoi? C'est par rapport à Milan, c'est à combien de Milan? Turin, 2 heures. 2 heures Enfin, de... 2 heures, 2 bonnes heures en train. Bon, 2 petites heures. Et c'est proche aussi des Alpes. Parce que pour le gérer, du coup, Je comment fais tu des fais? allers-retours. Ouais, Bon, là, en fait, je l'ai acheté, il était libre. Et l'agent m'a dit, si c'est pour l'exploiter, si tu veux, je te trouve un locataire. Et puis, je me suis dit, allez, de toute façon, j'avais pas envie de me remettre dans un chantier tout de suite. ouais. Il m'a trouvé une locataire, donc je l'ai acheté loué, avec la cuisine, la machine à laver, j'ai rien eu à faire. Donc il t'a mis le locataire avant que tu achètes. Voilà, c'est la propriétaire qui a payé les frais d'agence à ce moment-là. Et moi, je l'ai récupéré clé en main, loué 350. Ok. Donc, pour un achat 32 000, sachant que c'est le locataire qui paye l'électricité, etc. Donc, au final, j'avais 40 € de charge. Ok. Pour ça, j'avais vendu mon parking juste avant de partir en Italie. J'avais récupéré 20 000 €. Et j'ai fait un petit crédit conso de 15 000 pour compléter. En France. Voilà. Ok. Et comment ça se passe une vente en Italie? Alors, c'est différent dans le sens où le compromis, normalement, se fait entre particuliers. On ne va pas chez le notaire pour le compromis. Ce que recommandent les agents, c'est de faire enregistrer le compromis au niveau de l'agence de l'État des impôts, en fait. Ça sert justement à protéger la personne parce que quand on fait le compromis, on doit donner un acompte. Même en fait, quand on fait l'offre, tu dois mettre un acompte de 2 000, 3 000 €. Que tu récupères sous quelques Qui est déduit conditions du prix. ou pas? Mais par exemple, est-ce qu'il y a des conditions suspensives de prêt? C'est souvent ça le risque dans les pays étrangers. Voilà. Si tu as des conditions suspensives qui font que la vente ne se fait pas, tu récupères ton offre. Si c'est toi qui te désengages parce que tu as changé d'avis, la compte est perdue. Mais il y a quand même des conditions, comme ici, d'obtention de prêt, par exemple. Oui. Ok. Tu peux mettre aussi des conditions suspensives sur d'autres choses. Bon, moi, pour le coup, ça n'est pas venu dans le sujet, mais c'est possible aussi. Ok. En Italie, on paye les frais d'agence en tant que vendeur et en tant qu'acheteur. Donc, le prix d'achat était de 32 000, mais j'ai payé 4 000 € de frais d'agence. En plus de 32? Ouais. Ok. Voilà. Et donc, le compromis se signe entre particuliers. Et si on achète en direct, on doit faire un virement d'acompte. Donc, il y a l'acompte au moment de l'offre. Et ensuite, il y a un autre acompte qui se fait au moment du compromis, qui est versé directement au vendeur, en fait. On ne passe pas par un notaire, donc c'est pour ça qu'il faut le faire enregistrer aux impôts. C'est pour se protéger, parce qu'un type peut décider de faire 50 compromis avec 50 acheteurs et récupérer les acomptes de tout le monde. Donc voilà, on a signé le compromis. Et j'ai viré une partie des sous. Et ensuite, la signature s'est faite à la banque parce que le notaire doit libérer l'hypothèque du vendeur. Donc, ça se signe à la banque. C'est le notaire qui se déplace. Sauf s'il n'y a pas d'hypothèque, j'imagine que ce n'est pas le cas. S'il n'y a pas d'hypothèque, c'est le notaire qui doit le signer. Ça se signe ailleurs, je pense, dans son étude. Mais le virement se fait directement au vendeur. Ok. Il ne passe pas par... Comme au Portugal. Voilà. Portugal, on a filé un chèque au vendeur, un chèque à l'agent, et voilà, le notaire a fait sa facture d'honoraires et basta. Tout à fait, voilà. Ouais. Donc bon, c'est différent, mais en même temps, vu l'administration en Italie, c'est peut-être pas plus mal. Ouais. Voilà, donc ça s'est signé en avril 2022, et il était loué, donc j'ai rien eu à faire. Il a été loué, il s'est libéré en avril dernier, 2023, donc loué pendant 1 an. Et voilà, donc comme j'avais rien à faire, l'été 2022, je me suis dit, bon, si on regardait un petit peu ce qu'il y a d'autre, quoi. J'ai regardé, j'avais vu un truc aux enchères, 33 000 €, mais dans un état complètement catastrophique.
me suis dit, bon, je sais pas si je vais arriver à avoir un prêt là, parce que j'ai récupéré un CDI, mais mon endettement, il est quand même assez impacté. Et j'ai plus vraiment de cash pour mettre de l'apport. Donc j'ai patienté un petit peu. Et 3 mois après, je retrouve la même annonce à 27 500. Je me suis dit, génial. C'est les promos. Voilà, c'est ça. Ouais, et en bien. fait, c'est une vente aux enchères. Donc j'ai décidé... D'enchérir. Voilà. C'était une agence qui aide en fait les personnes à acheter aux enchères qui avait mis cette annonce. 27 500, c'est l'enchère. Et il y avait 6 000 € de frais d'accompagnement là-dessus. Donc au final, au total, on était à 33, 34. J'ai décidé de participer aux enchères. Et l'avantage de cette société, c'est que si on ne remporte pas l'enchère, on n'a pas à payer la commission d'agence. Donc c'était prévu pour le 13 décembre 2022. L'enchère, en fait, c'est... On envoie son offre. Et si on est seul enchérisseur, on récupère le truc. Si on est plusieurs, il y a l'enchère en ligne qui dure 3 jours. Et jusqu'à l'heure de la date butoir, ça enchérit. J'étais malheureusement pas seule. On était 7 et c'est monté jusqu'à 43. Ok. Donc j'ai remporté l'enchère. 43 global, incluant les frais. Ouais. J'avais donné comme consigne à la personne qui m'accompagnait sur l'enchère, qui faisait l'enchère, de ne pas monter au-delà de 41. Ok. Et comme on arrivait à 41, il m'a dit, bon, si tu veux, je fais l'effort sur les frais. Voilà, je réduis de 2000 et on monte à 43. Je dis, allez, vas-y. Et donc, je l'ai récupéré comme ça. C'est un appartement qui était un héritage que la personne n'a ni accepté ni refusé. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais bon, en gros, il a vécu dans l'appart pendant 5 ans sans payer les charges. Mmh. Et l'appartement a été mis aux enchères pour recouvrir tout ça. C'est une personne qui a, je pense, beaucoup de problèmes dans sa tête. L'appartement est dans un état. Il y a des sacs poubelles éventrés par terre, des casseroles, une odeur, voilà. Très, très difficile, mais c'est aussi pour ça qu'il était peu cher. Et donc, en Italie, quand on remporte une enchère, on a 3 mois à peu près pour payer la somme. Il y a un acompte qui se met au moment de la participation aux enchères et après on a 3 mois pour payer le reste. Donc moi je l'ai fait justement une hypothèque sur le premier studio pour financer cette acquisition. J'ai donc récupéré 57 000 qui couvrait l'achat, les frais d'agence et une enveloppe travaux de 2 000 € qui a servi à autre chose, mais voilà. En parallèle de ça, j'avais toujours mes annonces à Limoges. Ah, Limoges, on n'oublie pas Limoges même quand on est en Italie. Non, l'avantage c'est que j'ai ma grand-mère et puis les autres appartements font que j'y retourne régulièrement. Et donc je vois passer une annonce. Je propose à mon associé sur le premier appartement, donc le T2, il dit ça te dirait pas, c'est un petit studio. Je voulais faire le même principe que celui qui est en Airbnb. Je lui dis, voilà, on le loue à la semaine, ça tournera très bien. Il me dit, oui, je sais pas, j'hésite. Donc, j'ai proposé à ma meilleure amie qui voulait investir un peu dans l'immobilier. Donc, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, on fait ensemble. Je t'accompagne, je te montre comment ça se passe. Comme ça, toi, tu te familiarises avec le process. Si tu veux investir après, tu l'auras déjà fait. Et donc, on a fait l'offre en septembre 2022, accepté, on a monté la SCI et on a signé en janvier 2023. Ok. T'en es où maintenant, du coup, au niveau, on va dire, immobilier? Combien de biens? Combien de SCI? 3 SCI. 3 SCI. 8 appartements au total. Ouais. Voilà. Là, j'ai récupéré les clés de cet appartement aux enchères en octobre. Donc dans les 8, t'en as 2 en Italie. Ouais. C'est ça? Ok. 6 à Limoges et 2 en Italie. Je suis un petit peu mélangée sur tous les types d'exploitation. Location meublée, étudiant, coloc et LCD. Et à côté de ça, tu t'es passionné pour l'archi d'intérieur, c'est ça? C'est ça. Ok.
Bah, Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à redécorer tous les appartements que j'ai faits. Moi, c'est vrai que quand je retape un appart, j'ai envie d'avoir envie d'y vivre. Voilà, c'est important pour moi que l'appartement soit à mon goût et que je puisse me projeter dedans. Donc, j'ai pu, en plus, mettre beaucoup plus de budget sur les appartements en Airbnb, justement, parce que c'était plus rentable. Donc, je me suis régalée sur la déco. Et j'ai vraiment adoré trouver une solution, quoi. Trouver comment mettre un lit dans ce studio pour regarder un vraiment canapé. l'agencement plus que la déco déjà. Ouais. L'optimisation d'espace. Et puis, avec le temps, en fait, on a les réflexes. L'expérience fait que, voilà, maintenant, quand je vois un espace, j'arrive à projeter et voir toutes les solutions qui peuvent être envisageables. Donc, je me suis dit, si je le fais pour moi, je peux le faire pour quelqu'un d'autre aussi. En arrivant en Italie, je m'étais dit, je vais me former au design d'intérieur quand même pour pas non plus arriver comme ça. Donc, j'ai pris une formation avec mon CPF, etc. Mais j'ai jamais passé le cap de me dire, faut créer la société. Avec mon ancienne société de chaussures, j'étais un peu refroidie de la SAS et des charges qui vont avec. Donc, j'ai hésité pendant quelques temps. Et puis, le printemps dernier, je me suis dit, allez, il faut le faire. J'en avais marre de mon CDI. Donc, je me suis dit, allez, on se lance. Pour le coup, j'ai pris des accompagnements, des personnes qui m'ont coachée là-dessus. Et puis, j'ai monté la société en septembre dernier. Voilà. Ok, bon, félicitations. Merci. D'avoir passé le pas. Merci en tout cas pour tous ces échanges, pour le récap de ton parcours. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de finir ? Non, je pense que quand on est investisseur, il faut accepter que ce ne sera jamais parfait, qu'on va faire des erreurs, qu'il y aura des problèmes. Et c'est ce qui fait qu'on apprend et qu'on ne les fait plus après. Donc, commencer petit, faire les erreurs sur les trucs pas chers, pour ensuite pouvoir augmenter. Et... Voilà. Très bien. Merci en tout cas, Lou, pour cet échange. Merci, je vais retenir un truc, tu vois, parce qu'après, il faut qu'on fasse un titre de l'épisode. Ouais. Je me dis, Lou, spécialiste de l'investissement à moins de 50 000 euros. C'est bien, non ? Tout à fait. Ça peut être pas mal, c'est ce que je retiens. Ça me définit très bien. En France et en Italie. C'est ça, voilà. Pour l'instant. Donc, on va voir comment on tourne le titre. Ça va être un peu ça. Voilà. Super. Merci encore à tous de nous avoir écoutés. Partagez cet épisode autour de vous comme d'habitude. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. Ciao, ciao. Ciao.